J'aimerais ajouter un mot pour finir. Allez-y. Si vous permettez, c'est en dehors de ce que j'ai lu. J'aimerais vous dire ceci. On se pose toujours la question, on se fait toujours poser la question lorsqu'on témoigne de son intérêt pour les langues anciennes. Oui, mais pourquoi encore étudier le latin? Pourquoi encore étudier le grec? Pourquoi s'intéresser à toutes ces choses qui sont disparues depuis si longtemps et qui rappellent un état de la société qu'on ne reverra plus jamais? Et je dois vous dire que je ne me souviens pas d'avoir entendu une réponse satisfaisante à cette question si simple. Toutes les réponses qu'on entend, à mon humble avis, ne sont pas une justification suffisante pour qu'on prenne tellement de temps à étudier des langues si complexes et une civilisation si riche et si différente de la nôtre. On dit parfois, oui, mais le latin ou le grec, c'est comme un immense casse-tête, c'est une gymnastique de l'esprit que de traduire un texte latin. Oui, mais faites des sudoku. On peut faire travailler son esprit en faisant des mathématiques ou des casse-têtes ou n'importe quoi. Pas obligé d'investir 8 ans pour apprendre une langue pour faire ça. On dit aussi, oui, mais le latin, c'est l'ancêtre du français. Pour bien connaître son français, il faut connaître son latin. Pas sûr de ça, on peut étudier le français en soi, et puis à ce moment-là, pour bien connaître le latin, il faudra apprendre la langue précédente et tout et tout. Alors, je pense qu'on peut parfaitement comprendre le français sans passer 8 ans à étudier le latin, les auteurs latins et tout. Et je me suis demandé avant de faire cette conférence, oui, mais tu l'as fait, toi, tu l'as étudié le latin, tu y consacres encore du temps. Si tu avais à donner une raison, quelle raison donnerais-tu? As-tu une bonne raison de le faire? Alors, je me suis interrogé là-dessus. Et je pense que la seule réponse que je peux donner, c'est que la seule raison valable d'étudier le latin ou le grec ou l'Antiquité d'une façon générale, c'est que la connaissance de cette langue nous donne un accès direct à une civilisation particulièrement brillante et à bien des égards beaucoup plus brillante que la nôtre, beaucoup plus raffinée, beaucoup plus cultivée que la nôtre, capable d'un sens du beau beaucoup plus développé, beaucoup plus technique et complexe, et à côté duquel nos poésies modernes, notre littérature moderne, nos propres productions artistiques semblent un peu simplistes et faciles. Alors, cette richesse culturelle, cette richesse artistique, cette complexité de la pensée et de la langue sont, selon moi, une justification en soi d'apprendre le latin, non pas pour un but autre que de lire, comprendre, goûter ce qui a été écrit en latin, qui est tellement beau et tellement puissant. Voilà. Cari auditores. Chers auditeurs. N'ayez pas peur, je ne vais pas continuer en latin. C'est un clin d'œil. C'est le moment de remercier notre orateur invité, Maître Jacques Larochelle, célèbre avocat de notre ville, un homme de grande culture, un esprit distingué, versé aussi bien en mathématiques, ce que j'ignorais, que dans la littérature ancienne, ce que j'ignorais aussi. C'est un des éléments de la réponse à la question que vous posiez. Vous vous intéressez encore à la littérature gréco-latine et versé dans la pratique du droit, et aussi qui possède ce que j'ignorais, les talents d'Orphée. Vous êtes musicien. Alors, c'est l'occasion de vous remercier, Maître Larochelle. J'avais quand même traduit votre nom en latin. Magister Jacobus Rupella. C'est très joli. De vous remercier de nous avoir fait aujourd'hui, pour notre plaisir, notre enrichissement culturel, et pour contribuer, on ne peut mieux, à l'approfondissement de la connaissance de la langue latine, de nous avoir d'avoir eu la générosité de nous faire la lecture la plus agréable d'œuvres d'éminents poètes et du meilleur orateur romain. On dit que tous les chemins mènent à Rome, mais vous nous avez entraînés, Maître Larochelle, cet après-midi, sur des chemins qui viennent de Rome et dont vous nous avez montré des aspects nouveaux,
grâce à la finesse de votre approche, à la nouveauté de votre approche, à la perspicacité de votre regard, parce que vous voyez beaucoup de choses que nous ne voyons pas, et grâce à l'acuité de votre verbe. Vous êtes un excellent avocat, même pour nous. Vous défendez bien nos affaires. Vous nous rappelez ainsi que la littérature latine, voire toute la littérature antique, ne sont pas la propriété exclusive des spécialistes, mais constituent un riche patrimoine qui appartient à tous. Nous garderons longtemps le souvenir de la lecture enrichissante d'aujourd'hui. Et c'est un souvenir inséparable d'un souhait sincère que nous formulons, que vous renouveliez bientôt pour notre agrément et dans notre intérêt votre lecture féconde et experte. Je tiendrai aussi enfin à féliciter les membres du conseil d'administration de la Fondation Humanitas qui ont eu l'heureuse idée d'inviter Maître La Rochelle. On m'a demandé enfin de ne pas oublier de vous inviter à poser maintenant des questions à notre invité qui, m'a-t-on dit, est tout disposé à y répondre. Absolument. Bien. Alors, la parole est à vous. On me dit que ceux ou celles qui veulent poser des questions auront un microphone qui viendra les aider si vous avez la voix aussi chevrotante que la mienne. Mais même pas. Alors, question. Eh bien, pour casser la glace, je vais vous demander, Maître La Rochelle, qu'est-ce qui a fondé le choix de vos textes? Je voulais surtout lire de la poésie parce que je trouve que cette notion d'une poésie fondée sur la métrique la plus rigoureuse, les quantités des syllabes qui sont, comme je l'ai expliqué, la moitié l'une de l'autre. C'est une idée qui nous est totalement étrangère. La poésie française ou aucune des poésies modernes n'est fondée, je pense, sur ce concept. Et je voulais que les auditeurs aient la chance de découvrir une chose qui est peu connue, mais qui est extrêmement riche d'enseignements, me semble-t-il. C'est cette base rythmique précise et technique que les anciens avaient donnée à leur poésie, qui me paraît une idée absolument géniale. Je pense que le fait que la poésie soit un rythme rigoureux et précis lui donne une beauté et une puissance sans comparaison supérieure à la nôtre. Et Virgile est mon auteur préféré. Je ne dis pas mon auteur latin préféré, je dis mon auteur préféré de tout ce qui existe. Virgile me paraît tellement beau qu'il me tire des larmes. Il m'arrive de lire des passages de Virgile et d'en être complètement bouleversé. Alors évidemment, j'ai commencé par Virgile. Et puis je voulais aussi mettre l'auditoire en contact avec la mythologie. Donc Ovide est un choix évident. Horace n'est peut-être pas un poète aussi touchant que Virgile, mais par contre sa sagesse et sa mesure et son bon sens antique, qui pour moi sont un peu l'épitome de ce qu'était le sage antique, méritaient d'être connu. Et enfin, étant avocat, je ne pouvais évidemment négliger de donner une certaine place à mon collègue Cicéron de 63 avant Jésus-Christ. Alors c'est à vous maintenant. Oui, voici, il y a quelque temps, j'ai lu un article d'un soi-disant professeur de cégep qui dénonçait l'apprentissage des sciences molles. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur Internet, il y a toutes sortes de choses. Il voulait dire tout ce qui s'apparentait au latin, au grec, à l'histoire, à la philosophie. Alors, il rejetait ça d'un revers de la main. J'entends que dans votre CV, vous avez étudié beaucoup les mathématiques. J'ai un doctorat, j'ai la scolarité de doctorat. Les mathématiques et les langues anciennes. Quelle parenté vous faites entre ces deux? Parce que les langues, c'est beaucoup plus proche de la philosophie, beaucoup plus proche de la poésie et de la littérature. Alors,
quelle synthèse vous faites là-dessus et pouvez-vous nous parler un peu de la formation actuelle que nous retrouvons dans les universités? Le but de l'éducation n'est pas de former un mathématicien ou de former un géologue, c'est de former un homme harmonieux, un homme complet, un homme dont toutes les facultés sont épanouies. Évidemment que l'étude des mathématiques ou l'étude des sciences exactes est très importante. C'est un des piliers de l'éducation. Alors, tout le côté rationnel, tout le côté connaissance de l'univers qui nous entoure passe par là et c'est certainement une nécessité. Mais ce n'est pas le tout de l'homme. Il y a aussi tout le domaine de l'émotion, de l'art, de la culture, du raffinement de l'esprit. On peut être un scientifique et un individu totalement grossier, mais je ne pense pas qu'on puisse être un latiniste et un individu grossier. Je ne le dis pas pour moi ou pour monsieur qui m'a précédé, là, mais ce sont des disciplines qui vont plus directement à la culture de l'esprit, qui vont plus directement à l'enrichissement des facultés poétiques, des facultés intellectuelles générales, si vous voulez, du raffinement et de la culture de l'homme que la science. La science n'a pas une grande valeur de culture. Elle est indispensable pour nous inculquer la rigueur, le raisonnement, surtout les mathématiques qui sont irremplaçables à cet égard, mais elle laisse tout un pan de l'homme sans soin, et ça risque de créer un homme très déséquilibré si personne n'en prend soin. Et la discipline ou les disciplines qui prennent soin de ce côté de l'homme, l'affectivité, l'art, la beauté, c'est la poésie, c'est la musique, c'est la littérature, ce sont des sciences molles, parce qu'il y a un côté mou dans l'homme, alors il faut le cultiver. Dans vos plaidoiries devant les tribunaux, est-ce que vous vous êtes inspiré des discours de Cicéron? J'ai jamais eu à plaider contre Catilina. Je ne peux pas le faire directement, mais non seulement dans mes plaidoiries devant les tribunaux, mais dans tout ce que j'ai fait toute ma vie, tout ce qui est langage, je me suis certainement inspiré de tout ce que j'ai lu comme littérature, incluant évidemment la littérature latine, dont j'ai quand même lu pas mal dans l'original. Mais la connaissance des littératures anciennes et modernes, évidemment, on ne peut pas négliger la littérature française, c'est notre langue, c'est la littérature qu'on a le devoir absolu. Si on n'en connaît qu'une seule, il faut connaître la littérature française. Mais si on a le luxe et le temps de connaître d'autres littératures, une des premières qu'il faut y joindre, c'est le latin, parce que même si ce sont des sociétés très éloignées des nôtres, il y a quand même une filiation assez directe entre l'Antiquité gréco-romaine et nos sociétés modernes. La Renaissance est une tentative qui est assez récente, là, ça fait 400-500 ans, c'est une tentative de renouer avec le passé gréco-romain, c'est une tentative qui a réussi, je pense. On a remis à l'honneur pendant 100 ou 200 ans l'étude des textes anciens dans leurs textes, dans leur langue. C'était une nécessité pour tout homme cultivé en Europe entre 1500 et 1850 ou même 1900 de savoir le grec et le latin. Et ce que les Européens ont tiré de la connaissance de la littérature grecque et latine, la connaissance directe qu'ils ont eue par les langues impliquées entre 1500 et 1900, c'est quand même 400 ans, a profondément modifié leur pensée, leur sensibilité, leur identité. Et l'identité européenne, qui est aussi la nôtre, jusqu'à un certain point, l'identité européenne s'est fondée à partir de la fin du Moyen-Âge sur les valeurs gréco-romaines, avec évidemment l'adjonction du catholicisme ou du christianisme, mais la contribution de l'Antiquité gréco-romaine a été majeure dans les styles architecturaux, on le voit. Je vous disais tout à l'heure que le livre 4, la peinture de la Passion chez Didon, avait été pillé par les classiques. Si vous prenez la peine de lire Phèdre, la plus belle pièce de Racine, la plus parfaite, celle qu'il a écrite avant de prendre sa retraite et de composer 2 pièces inférieures à sujet religieux, à peu près toutes les expressions qui sont ici, il les reprend. Il reprend les idées. Alors, la Phèdre de Racine n'existerait pas si ce n'était du 4e livre de l'Énéide. Et vous vous rappelez quand je vous disais dans l'Ode d'Horace, le vers qui commence par « pallidamors ». Alors, la mort blafarde d'un pied égal renverse les cabanes des pauvres et les tours des rois.
mais c'est mot à mot un vers de Malherbe dans sa consolation à M. Dupérier sur la mort de sa femme. C'est exactement ça. Alors, les plus beaux morceaux de la poésie française, les plus beaux morceaux de la pensée politique française sont souvent directement empruntés aux anciens. Et il me semble que il est impossible de concevoir l'Occident moderne, ou du moins ce qu'il y a de bon dans l'Occident moderne. Je ne parle pas de ce qu'il y a de mauvais, mais ce qu'il y a de bon dans l'Occident moderne, et il y a du bon évidemment, il est impossible de le concevoir sans l'apport des anciens qui se continue. Même si on n'apprend plus le latin dans les écoles, on apprend des auteurs français qui ont été complètement imbibés de latin. Alors, l'influence du latin et du grec et de la pensée romano-grecque se continue encore aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, me semble-t-il. C'est une question purement accessoire, comme on dit en droit. C'est plutôt une question substantive, pas une question substantive, mais de procédure. Pourquoi vous ne lisez pas vos textes choisis d'abord en latin? Moi, ça fait 18 ans que je vais au Festival international de poésie à Trois-Rivières, où il y a des poètes qui viennent du monde entier, et ils lisent d'abord leurs textes dans leur langue originaire, et ensuite, il y a des gens qui lisent le texte dans sa traduction. Je pense qu'avec le public que vous avez ici, ça serait intéressant de sentir la musique et le rythme originaire des beaux textes que vous avez par ailleurs choisis avec tant de discernement. Vous me plongez dans des regrets éternels. J'aurais adoré lire les textes en latin. Je craignais d'ennuyer. Si j'avais su que vous étiez dans la salle ou que d'autres comme vous étaient dans la salle, je l'aurais certainement fait. Je voulais tout simplement ne pas ennuyer, c'est tout. Mais je me suis trompé et je m'en excuse. Ah oui, effectivement, j'aurais rêvé de les lire en latin. Monsieur La Rochelle, est-ce que vous avez en mémoire des expressions latines pour lesquelles, quand on les posait à nos professeurs de latin, ils nous punissaient à cause des sons, je pense à deux choses. La première, c'est, j'avais demandé à mon prof de latin ici au séminaire de Québec, qu'est-ce que ça veut dire « apis lacris » ? Ça veut dire l'abeille laborieuse? L'abeille laborieuse. Oui. À la crise. Ah bon. Ouais. Apis à la crise. Et puis il y avait une autre expression aussi. Oh, qu'elle est belle la belle Pauline. Oh, qu'elle est. Quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Ça, c'est du exactement. grec, là. Mais il y avait une autre expression qui disait. Vous me l'avez fait oublier, donc quelle est la bonne. Sumpti dum estic apportavit les gâteaux à la crème. Les gâteaux à la crème. À la crème au rhum. Voilà, c'était mes questions. Il y en a... Ouais, c'est d'agréables souvenirs. Ces moments égayaient des études austères. J'avais une question sur le premier extrait de Virgile, Oui. avec l'utilisation du mot érébi. Est-ce que vous Erebus? Oui, érébi noctem. Érébi au génitif, oui, c'est ça. Est-ce que vous savez si ça correspond à une volonté de Virgile de choisir ce terme-là en particulier par rapport à l'Hadès, ou bien si c'est juste un synonyme d'Hadès et qu'il n'y a pas plus d'explication que ça au niveau de ce Palentes umbras erebi noctemque profundam. Il fallait que ce soit tatata. Pour aller là, il fallait que ce soit tatata. Alors, le seul mot probablement qui signifie le domaine des morts ou le royaume des morts et qui est deux brèves une longue, c'est probablement eribi, palentes umbras eribi. Vous savez, le poète latin était confronté à une tâche extrêmement difficile. Il fallait qu'il enchaîne les mots qui soient beaux, qui aient du sens, que ce soit des mots riches, poétiques, et que ça se moule dans le cadre assez précis et étroit de l'hexamètre. Alors, je crois, monsieur, pour répondre à votre question qui est intéressante, que c'était probablement le mot que le rythme imposait,
umbras eribi noctemque profundam. Il aurait pu faire complètement modifier son vers pour y faire entrer une autre expression, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Et puis en plus, il y a la sonorité, c'est quand même beau. Eribus, eribi, c'est beau, c'est vraiment... Je trouve que c'est évocateur du royaume des morts. Et comme je le disais, Virgile pousse le raffinement tellement loin que lorsque l'action se ralentit, lorsqu'il se fait quelque chose de lourd, quelque chose de lent, alors le vers devient pam, 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 pam. Évidemment, il y a le papapam à la fin parce que le 5e pied doit toujours être un dactyle. Mais tous les 4 premiers pieds, c'est des spondés. Pam, 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 pam. Et là, c'est auguste, c'est lourd, c'est lent, c'est tragique. Par contre, lorsqu'il décrit des chevaux qui galopent dans les champs, c'est pam, papapam, 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 papapam. Alors donc, il adapte, et ça c'est sensible, on le voit là, il adapte le rythme au sens. C'est encore une puissance d'évocation supplémentaire que lui donne l'essence de la poésie latine. Est-ce que tu pourrais nous lire un texte en latin? Est-ce que tu pourrais nous lire un texte en latin? Elle me tutoie parce que je la connais bien. Je ne vous donne pas la permission de faire ça. C'est la femme d'un ami. Si ça ne vous ennuie pas. Vous le souhaitez? Lequel? Horace? Sol vituracris iems grata vici veris et favoni, traunque siccas machinae carinas, ac neque iam stabulis gaudet picus autarator igni, nec prata canis albicam pruinis, iam cuterea coros ducit venus imminente luna, iunctaeque nymphis gratiae decentes, alterno terram quatiunt peridum gravesque clopum, volcanus ardens urit officinas. Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto, aut flore terrae quam ferunt solutae. Nunc et in umbrosis fauno decet immolare lucis, seu poscat agna, sive malit aedo. Pallida mors aequo pulsat per pauperum tabernas, regumque turres, o beatis esti, vitae summa brivis spem nos vetat incoare longam, iam te premet nox fabuleque manes, et domus exilis Plutonia quosimul mearis, nec regna vini sortiere talis, nec tenerum lucidan mirabere quo calet juventus, nunc omnis et mox virgines depebunt. Encore une fois, je suis désolé, si j'avais su, j'aurais tout lu. Je ne saurais jamais si c'est le musicien ou le traducteur ou le lecteur que vous applaudissez. Un peu des trois, mettons. Et moi, je vais chanter. Ben moi, monsieur, je vais chanter « Ce n'est qu'un au revoir ».